Alors, je voudrais vous parler du magasin d'antiquités, The Old Curiosity Shop de Charles Dickens, de façon plus détaillée. Si vous permettez, je garde quelques-unes de mes notes en vue de mon futur livre, parce que je les ai mises sur papier, en effet, récemment, avant une rédaction définitive, parce que c'est un projet que j'ai déjà évoqué ici sur YouTube à partir des marionnettes de Miraker, de l'adaptation que nous allons en faire. Mais là, justement, pour qu'on comprenne bien la source de notre projet, il est évident que le texte de Dickens, qui d'ailleurs n'est pas celui que l'on connaît le mieux, en tout cas en France, et même en Angleterre d'ailleurs, Harry Potter ayant supplanté largement cette littérature victorienne, je voudrais quand même remettre un peu à jour la genèse de cette magnifique réalisation littéraire. Parce que, effectivement, de Dickens, on connaît surtout David Copperfield, des Grandes Espérances, Oliver Twist, qui a été mis au cinéma je ne sais combien de fois. Mais le magasin d'antiquités, qui est le quatrième roman, donc après Pickwick, Oliver Twist et Nicholas Nickleby, d'ailleurs Nicholas Nickleby n'est pas très très connu non plus, est venu à une époque de l'histoire de l'Angleterre tout à fait intéressante. C'est pour ça que, bien sûr, la lecture du livre en soi est très riche, mais il est intéressant quand même de connaître le contexte dans lequel ce travail a été réalisé. Pourquoi? Parce que l'un des sujets qui intéresse beaucoup Dickens dans ce roman en particulier et en général par rapport à tous ces centres d'intérêt qui étaient très nombreux, c'était un homme extrêmement curieux, ouvert sur son époque et notamment sur les mœurs de ses compatriotes, sur leur culture. Il s'est beaucoup intéressé à une notion qui en anglais se dit entertainment, c'est-à-dire le divertissement populaire. Et à cette époque-là, en Angleterre, ce divertissement populaire, tel qu'il pouvait se manifester par exemple dans les foires, était mis à mal par les autorités publiques. Par exemple, une de ces grandes foires très connues que William Hogarth avait dessinée, Bartholomew Fair, qui d'ailleurs avait fait l'objet à l'époque de Shakespeare d'une pièce de Ben Jonson, eh bien, était interdite. Voilà. Et alors, justement, tout ce qui se passait dans ces foires, qu'on a beaucoup de mal à imaginer aujourd'hui, parce que ça ne correspond plus du tout, l'idée de foire aujourd'hui est tout à fait différente, il y avait là, pour le peuple, qui vivait quand même des conditions économiques et psychologiques parfois assez difficiles, une sorte de capacité à trouver un peu de joie, un peu d'élassement, mais à travers des spectacles qui aujourd'hui pourraient presque nous horrifier par une certaine violence, et surtout par un climat, par une ambiance très particulière, un peu ambiguë. Et c'est effectivement ce que traduit le roman de Dickens. La petite Nell et grand-père qui fuient Londres parce qu'ils sont persécutés par le nain Quilp, pourchassés par lui, vont rencontrer tout au long de leur long voyage, de leur pérégrination, des personnages emblématiques qui sont les représentants de ces divertissements, de ces foires, tout au long de leur parcours. Alors, ça c'est une chose, et je crois que Dickens justement a bien placé ce roman, qu'il écrit entre 1840 et 1841, en livrant chaque semaine un épisode, en tenant donc en haleine tout son public, a situé ce roman entre les années 1820 et 1837, c'est-à-dire ce qu'on appelle la période de la Régence. À ce moment-là, la Régence, ça signifiait que le prince régent, le fils du roi, sur le trône à ce moment-là, Georges III, qui était un peu fou, a pris la succession de son père, avant que de devenir lui-même le roi sous le nom de Georges IV. Voilà, c'est une période un peu bizarre, on va dire, dans l'histoire de l'Angleterre, un peu instable, mais extrêmement intéressante du point de vue de la culture et aussi du point de vue de la civilisation. Alors,
l'histoire, donc l'époque, le contexte historique du magasin d'antiquité, ça va jusqu'au début de Victoria, c'est-à-dire lorsqu'elle accède, encore très jeune, en 1837, donc elle accède au trône. Ça, c'est un aspect donc important. Ensuite, l'autre aspect qui est beaucoup moins avenant, si j'ose dire, c'est le thème de la mort. Parce que là, c'est vraiment, je crois, dans le magasin d'antiquité, c'est un des romans qui, contrairement à d'autres, ne va pas connaître véritablement de progrès. Même si, là aussi, on a une source d'inspiration intéressante avec le Pilgrim's Progress, un grand texte non conformiste du XVIIe siècle de John Bunyan, qui, lui, alors montre au contraire le passage de la cité de la destruction qui était Londres, en l'occurrence jusqu'à la cité céleste, donc une progression vers la lumière, de l'ombre à la lumière. Dans le magasin d'antiquité, la petite Nell, elle est née en quelque sorte, elle a vécu tel qu'on le voit au début du livre dans le magasin d'antiquité, le mot curiosity en anglais est un mot assez terrible, qui est très difficile à traduire. Là, en l'occurrence, il montre bien l'aspect bizarre des choses, mais aussi tout ce qui est l'adjectif old, ne pouvant que le surenchérir, le côté vieux, poussiéreux, en décrépitude. Donc elle est, au fond, elle travaille auprès de son grand-père, telle une sorte d'orpheline, dans un magasin d'antiquités situé dans un quartier de Londres, que d'ailleurs Dickens ne situe pas vraiment de façon précise. Et ce magasin, c'est une sorte de cimetière en fait. Et puis à la fin, ben, elle meurt à côté d'un cimetière, donc lorsqu'elle sera recueillie par un maître d'école bienveillant, mais c'est la seule touche positive, disons, cet accueil de bienveillance ne l'empêchera pas de mourir quasiment à l'âge de 15 ans, se situe peut-être, ça dépend si on voit la narration commencer par exemple au printemps et se terminer en hiver, alors si ça tenait sur un an, en fait elle meurt à l'âge de 13 ans, pour être plus précis. Alors, voilà, bon. Ça, c'est quelque chose qui concerne Dickens lui-même, parce que quelques temps auparavant, c'est-à-dire 3 ans avant, sa belle-sœur, Mary Hogarth, donc la sœur de sa femme Catherine, est morte dans ses bras à l'âge de 17 ans. Un soir de février 1837, après avoir assisté à une pièce de théâtre dans Londres, lorsqu'ils sont rentrés à la maison, peu après, cette sœur a été prise d'une sorte d'étouffement et Dickens est allé voir ce qui se passait dans sa chambre, 48 Doughty Street, là où se trouve d'ailleurs aujourd'hui le musée Dickens, et elle est morte dans ses bras. Et pour lui, c'est une tragédie qui n'oubliera jamais, étant donné que très certainement, enfin ça c'est peut-être une supputation, mais au fond c'est peut-être la déception de ne pas avoir épousé Mary, enfin bon. Il s'entendra de moins en moins bien avec son épouse légitime Catherine, et Mary Hogarth restera toujours au fond comme une sorte d'ombre derrière sa pensée. Et la petite Nell du magasin d'antiquité, en fait, c'est sa belle-sœur, alors qui est là, beaucoup plus jeune, qui est une enfant, angélique au possible, qui représente le principe du bien, et qui va accompagner son grand-père, plus que son grand-père ne l'accompagnera d'ailleurs, jusqu'à la mort. Le grand-père étant un fou. Et c'est très intéressant aussi de voir que dans l'idée de Dickens, le lien à Shakespeare est très important. Le lien de Shakespeare est très important parce qu'on a comparé, ça peut se discuter, mais c'est intéressant, la petite Nell à Cordelia, la fille du roi Lear, et le roi Lear étant le grand-père. Le roi Lear, on sait très bien qu'il est fou, et au fond, le grand-père l'est également. Voilà, à un autre niveau, bien sûr, mais psychologiquement, c'est intéressant de faire ces rapprochements. Dickens n'écrit jamais à partir de rien. Il est influencé, là je le disais, par Bunyan. Il est influencé par sa vie propre, par les événements de sa vie. Il est influencé aussi par Shakespeare, par la Bible, par le Book of Common Prayer.
il est influencé par d'autres écrivains, mais il en fait quelque chose d'unique. Ça, c'est tout à fait certain. Alors, bien sûr, ce roman a quelque chose qui relève plus du conte, même si le plan de la réalité existe aussi. Ce plan de la réalité, par exemple, on l'a dans certains chapitres, lorsque les deux fuyards vont se trouver peut-être dans la région de Birmingham, en tout cas plus au nord. Il semblerait que ce soit la route qu'ils aient empruntée, d'après le professeur Dexter, qui était un spécialiste de Dickens il y a de ça maintenant un siècle, et que là, ils aient rencontré justement l'Angleterre industrielle, parce qu'il y a toujours la dualité ici. On a le paradis à la Wordsworth, la nature immaculée, puis on a aussi les désastres de l'industrialisation, la pauvreté, l'époque aussi d'une violence chartiste qui est en devenir, et qui se traduira un tout petit peu plus tard. Mais en tout cas, il est certain que ces deux plans de la réalité, du folklore, du mythe, s'interpénètrent en permanence. Et c'est la raison pour laquelle c'est un texte d'une très grande densité. Alors, je ne dis pas que les autres ne le sont pas, mais celui-ci plus particulièrement parce que cette mise en perspective du symbole et de la réalité est quelque chose de très attachant, à travers des personnages, bien sûr, qui peuvent apparaître de prime abord comme des caricatures, mais qui ne le sont pas du tout, parce que même si, bon, un nain comme Quilp, avec une tête de géant tel qu'il est décrit par Dickens lui-même, ça ne court pas les rues. Mais là, attention, c'est un plan symbolique qui est donné. Et, là, c'est la monstruosité humaine qui existe en réalité. Le roman, même s'il est peut-être pour certains daté historiquement, il est psychologiquement toujours d'actualité. C'est au fond une quête de pureté qui malheureusement n'aboutit pas. Il y a une sorte de pessimisme dans cette œuvre qui est tempéré par un humour extraordinaire, parce que ça c'est l'humour anglais en général, mais l'humour de Dickens en particulier, à travers des personnages qui sont extrêmement typiques, où on a très très peu de bienveillance. En fait, quelques-uns sont bienveillants, mais ce qui apparaît à la lecture, tant le voyage est oppressant, c'est plutôt l'inquiétude qui anime surtout la petite Nell, parce que le grand-père, lui, ne pense qu'à jouer, et il se fait avoir chaque fois, parce que c'est un idiot, il faut bien le dire. Il pense, et c'est ça qui fait qu'il a quitté Londres, il pense qu'il va pouvoir assurer le bonheur, je cherchais mon mot parce que c'est un peu son utopie, le bonheur matériel aussi de sa petite fille, mais il se trompe lourdement, il en est incapable, il n'a pas fait ce qu'il fallait. Il va emprunter à ce nain qui, lui, bien sûr, va rager d'avoir été trompé parce qu'il ne pensait pas que son argent était destiné à jouer aux cartes le soir, ou toute la nuit même. Et donc, non seulement il veut récupérer son argent, mais il a une sorte de fierté mal placée en l'occurrence, qui est celle de se dire comment moi qui suis rusé, qui arrive à berner même les plus futés de la city, comment j'ai pu me faire avoir par ce vieux schnock. Enfin voilà, donc il y a beaucoup à dire, bien sûr, il y a tant de personnages, il faudrait les analyser les uns après les autres. Ce que je voulais juste ajouter là, c'était ces sources, si vous voulez, ces sources littéraires, ces sources poétiques, ces sources événementielles, qui font de ce quatrième roman un pur chef-d'œuvre, une des œuvres les plus abouties, aussi abouties que celles qui sont les plus connues, c'est-à-dire David Copperfield, Les Grandes Espérances ou La Petite Dorite. Voilà, la petite Dorite, la petite Nell, tous ces personnages féminins, très fragiles, c'est aussi le thème de l'enfance maltraitée. Et c'est là où on voit que Dickens était un homme très préoccupé par la charity, très préoccupé dans une époque difficile par le bien-être de ses concitoyens. Et à travers ses romans, eh bien, il a donné une leçon de bienveillance et aussi une grande critique, non seulement de la bêtise humaine, mais de la méchanceté la plus détestable. Voilà,
Alors j'espère que ça vous donnera envie de lire ce texte. J'avoue que, enfin, il est traduit, il a été traduit en français, mais franchement, il faudrait essayer de le lire en anglais parce que vraiment, ça n'a presque rien à voir. La lecture en français et la lecture en anglais, ce sont deux livres quasiment différents. C'est pour les étudiants en anglais, je crois que c'est une très bonne façon d'améliorer sa langue et aussi d'enrichir un vocabulaire qui est vraiment extraordinaire. J'adore le magasin d'antiquités et j'espère que notre réalisation avec les marionnettes sera à la hauteur de cet amour et de l'enjeu. Oui, en question. Voilà. Alors bonne lecture, bonne lecture.